Bonsoir chers téléspectateurs, amis fidèles d'Expression. Vous avez entendu cette musique. Joyeux anniversaire Innocente. Joyeux anniversaire Paul. Joyeux anniversaire Soulé. Cher invité Alioune Seck, professeur. Joyeux anniversaire à tout le plateau. Merci. Et à la belle. Voilà, merci d'être avec nous ce soir. Je pense que tu étais là également au début d'Expression, qui a accueilli chers téléspectateurs. Le premier invité, c'était Laurent Owondo Ambaye, qui nous a reçus chez lui, qui est venu nous rendre visite ici, qui a visité ses locaux et qui aujourd'hui malheureusement nous a quittés, paix à son âme. Nous avons également reçu Ambouroué Bigman, professeur Magueye Kassé, Cheikh Amidou Kane, Michel Ndao, Dominique Douma, Kéry Chechette, Caris, Yvan Minko de Chéri Coco, Johnny Spencer, Diop, Monsieur Cinéma, Alioune Seck qui est revenu et tant d'autres. Voilà. Et donc, 3 ans déjà, le bébé a fini de ramper, il commence à se mettre sur ses pieds. La Belle TV commence à prendre son essor. Venez à nous, nous sommes là. Et avec vous pour continuer l'aventure. Alors aujourd'hui, Alioune Seck, je pense que tu connais déjà mes compagnons Innocent Courant et Soulé Agara. On est là pour parler de Au bout du silence. Première émission, le premier invité, c'était Laurent Owondo Ambaye, qui nous a bien expliqué le contenu de son œuvre. Mais aujourd'hui, Alioune Seck, tu es là pour un autre regard. Et donc, la première partie de notre émission, ce sera Au bout du silence de Laurent Owondo. La deuxième partie, ce sera Grévis Ovono, un jeune garçon dynamique, activiste, qui exploite beaucoup de domaines. Et nous terminerons par la toute dernière partie, qui est la chronique de Innocente, sur le thème le racisme anti-blanc. Laurent Owondo Ambaye est gabonais, né à Libreville en 1948. En 1969, il entame des études supérieures d'anglais à l'université d'Aix-en-Provence en France. Études qu'il poursuit à la Sorbonne où il obtient un doctorat de 3e cycle en littérature américaine qu'il enseigne à l'université nationale Omar Bongo de Libreville depuis 1980. Il a aussi dirigé le théâtre national de Libreville. D'ailleurs, en 2006, il a remonté sa pièce de théâtre La folle du gouverneur, qui a été plébiscitée aux Francophonies de Limoges. Auparavant, en 1985, il publie Au bout du silence, œuvre pour laquelle nous sommes là d'ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Parce que tout le monde s'en est rendu compte. C'est peut-être même quelquefois pour ça que cette œuvre n'est pas choisie parmi les œuvres les plus faciles, parmi les œuvres proposées aux élèves, aux étudiants, aux examens. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer les débats difficiles et les controverses dans la réception de Au bout du silence? D'abord, je commencerai par vous remercier de m'avoir fait l'honneur de revenir encore dans ce grand plateau de Label, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, un espace de promotion de la littérature dans tous ses compartiments. Bien. Alors, si je reviens ici aujourd'hui pour parler de Au bout du silence, ce n'est pas pour, disons, en parler dans le sens où tout le monde en parle. Donc, je vais commencer par déjà montrer que cette œuvre, dont on dit qu'elle est difficile, n'est-ce pas? Dont on dit qu'elle est illisible, dont on dit qu'elle est non lisable. Certains même disent que cette œuvre est atteinte de signifiose, c'est-à-dire que le sens même a été assassiné, a été tué à cause d'un excès d'encodage et de cryptage du texte. Certains le disent. Et cette façon de considérer Au bout du silence en est une parmi tant d'autres. Maintenant, la question, c'est de savoir ceux qui disent que cette œuvre est atteinte, disons que le sens a été tué, il faut leur demander sur quoi ces gens-là se fondent. Exact. Parce que l'expérience de la lecture, nous le savons tous, est une expérience plurielle. Et chacun y va avec les instruments dont il dispose. Et le texte, lui aussi, il se défend. Le texte, à l'image de ombre que nous avons dans le livre, se dérobe et entre en errance, dissimule son sens et même l'égare. Donc nous sommes dans un pacte ludique où nous sommes dans un jeu et que l'écrivain n'est pas obligé de
de faire souffrir son texte d'un excès de transparence. Il n'est pas obligé de le faire. Tout à fait. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle la plupart qui arrivent dans le texte au bout du silence veulent lui imposer un sens. Ils arrivent avec leurs références, avec leurs référents, avec les instruments dont ils disposent. Mais le texte lui-même, eh bien, il devient rebelle. Il se dérobe et il se pose maintenant comme un non-texte d'abord. Cela veut dire quoi? Que Laurent Owondo, l'intellectuel shakespearien, celui dont le travail a été l'exploration des textes, ne peut pas écrire sans savoir exactement quel était son projet. Donc, il faut comprendre que, disons, l'opacité factice de la signifiance Au bout du silence est un prétexte pour mettre juste en avant une situation discursive. Parce que nous sommes dans tous les cas dans le procès de la communication. Donc l'œuvre va naître certainement de cette conjonction de l'effort conjugué, comme le disait Sartre dans Qu'est-ce que la littérature, de l'effort conjugué de l'auteur et du lecteur. Mais je dis, cette impression d'hermétisme-là, je dis c'est une impression. Parce que dans tous les cas, Laurent Owondo, vous délivrez un sens. Il communique quelque chose quand même. Donc on ne peut pas prendre cette aridité superficielle comme étant un blocage à l'expression d'un sens dans cette œuvre. Je ne sais pas si j'en fais comprendre. Absolument, oui. C'est de cela que je parle. Donc, certainement, il faudra maintenant interroger l'outillage des herméneutes qui s'affrontent à cette œuvre et qui en sortent pour dire que cette œuvre n'a pas de sens, on ne peut pas le comprendre, c'est une nébuleuse embrouillée où on ne comprend rien. Ça, c'est notre. Quand tu me dis que justement, on essaie de comprendre une œuvre par rapport aux outils dont on dispose. Chacun a sa grille de lecture. Oui, mais il faut quand même être assez outillé pour avoir les clés qu'il faut pour ouvrir au bout du silence. Et tout le monde, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, tout le monde ne possède pas ces clés-là. Il faut quand même un certain niveau dans son rapport avec le texte, avec la littérature, pour être à l'aise avec Au bout du silence. Bien. Et moi, je suis une inconditionnelle de Laurent Owondo. Et voilà pourquoi j'ai peut-être une vision, une appréciation subjective. C'est pourquoi je ne parlerai pas de Laurent Owondo, je ne parlerai pas Au bout du silence, je te poserai seulement des questions. Voilà pourquoi je te demande qu'est-ce qui fonde la littéralité d'Au bout du silence. Oui, cette question est la suite logique en fait de celle qui est liée à la controverse de cette œuvre. Si les gens se crèvent les chignons à savoir si cette œuvre est littéraire ou non, ça dit fortement. Ceux qui disent que c'est, moi je soutiens que c'est l'œuvre majeure de la littérature gabonaise. Absolument. Mon point de vue, c'est que, et aujourd'hui il a été démontré que dans la plupart des départements de lettres modernes, des pays africains, cette œuvre est entrée en force. Et que les jeunes professeurs qui sont arrivés, qui ont une certaine conception de la littérature, sont en train d'aller directement vers Au bout du silence. Donc, oui, allez-y. Texte enseigné par ailleurs dans les manuels de littérature française hors du Gabon. Absolument. Dans le monde. Absolument. Dans le programme français. Je suis totalement d'accord. Et Jacques Chevrier, même dans son anthologie littérature nègre, mais parmi les œuvres gabonaises qu'il a citées, je crois qu'il y a une seule ou deux, c'est Au bout du silence. Donc c'est pour dire que l'universalité de cette œuvre est incontestable. Maintenant, la plupart des gens qui disent que cette œuvre appartient à l'ethnolittérature, l'argument qu'ils donnent, c'est que Laurent Owondo s'est appuyé sur sa culture omiénée et que celle-ci, empêcherait à cette œuvre de prétendre à tout universalisme. Je crois que c'est mal comprendre ce que c'est que la littérature. Parce que l'écrivain est d'abord l'homme d'une terre, est d'abord l'homme d'une communauté. Il y a un espace. Un espace, oui. Donc il ne peut que s'appuyer sur ce qu'il est d'abord. Mais la question est comment il récupère ce qui est à lui pour le dissoudre dans l'œuvre qui est partie pour l'univers. Ouais. C'est la question qu'on se pose. C'est des observations très justes, fondées.
la littérarité de l'œuvre au-delà du matériau linguistique que l'écrivain a manipulé pour construire cette œuvre, il y a la réceptivité même de l'œuvre. Elle a été bien reçue. Dans le champ scolaire, cette œuvre est acceptée dans les écoles. Parce que, tu sais, Soulé, c'est pour parler de la même façon que toi, Oui. parce que quand on a de son vivant, ces textes proposés comme modèle aux apprenants, Oui. en dehors des frontières de son pays, je pense que ça fait partie des arguments pour montrer que celui qui a écrit est un grand écrivain. Et Laurent Ondo est proposé comme modèle en dehors du Gabon. Et il était encore en vie quand, n'est-ce pas, ces textes étaient dans les manuels scolaires des pays francophones. Absolument. Et je ne pense que la critique internationale, elle est quand même crédible. Ah oui. Si elle a choisi Laurent Ondo, c'est que justement, ils se sont sentis concernés par ce qu'il a proposé. Oui. Sinon, ils n'auraient pas vu que son texte est universel. Oui, totalement d'accord. Et, oui, allez-y. et le reproche de l'opacité, le reproche de l'hermétisme qu'on peut peut-être justifier avec certaines grilles de lecture. Bon, on peut régler cette question-là simplement avec le dialogue des écoles. Avec la curiosité intellectuelle des lecteurs, tout simplement. On peut régler cette question simplement avec le dialogue des écoles. Il ne faut pas prétendre avoir la meilleure grille. Les sociocritiques peuvent analyser cette œuvre et construire un sens à partir de cette œuvre et tout à fait acceptable comme les structuralistes pourraient le faire sans connaître même la société miennée et construire le sens. Donc la lecture, la question de la lecture, la possibilité de lecture plurielle permet de régler les problèmes de divergence ou de contradiction d'une œuvre. Moi, je crois que lui, il a réglé ça dans l'œuvre. Parce que sinon, on va dire Soleil. Dans une œuvre, si on y parle... Vous connaissez l'Ikoku, non? L'Ikoku, c'est une danse du Gabon. Oui, oui. On va dire c'est une œuvre gabonaise. Et si on y met de la morna? La morna, Cap-Vert, la biguine, on met du mbalak. Donc on va dire ça c'est sénégalais, ça c'est capverdien, ça c'est antillais. Non. Je pense qu'on ne peut pas partir de ça pour déclasser cette œuvre et dire qu'elle n'a pas le droit de prétendre à une littéralité. Et je vous apprends que Laurent Ondo lui-même a répondu à ça à travers le encadre du début et le encadre de la fin. Ce parcours initiatique, cette quête. Très bien. Cette quête-là. Je pense qu'elle est universelle, cette quête. Mais elle est universelle. C'est le cas de tout individu qui cherche à s'améliorer au fil des décennies, au fil de l'évolution de sa vie, au fil du cours de l'existence. Et justement, oui, c'est cette quête qui est démontrée par rapport à Anka, qui au final a réussi tant bien que mal à devenir cet homme que son grand-père aurait souhaité voir grandir et être un adulte accompli. Et justement, à la fin, bien sûr, il y a un manque, il y a un vide, il y a un petit problème, mais Anka est devenu quand même Rediwa quelque part. À la fin, il l'appelle Anka Rediwa, à la fin du texte. Il s'appelle Anka Rediwa, comme vous dites. Anka, que la connaissance et que l'apprentissage est allé dans le temps. Qu'il n'y a pas le fétichisme du savoir. Parce que elle a tellement raison que, souvenons-nous, au début, lorsque le roman débute, le ciel d'octobre refuse de s'obscurcir. Souvenez-vous, non? Oui. Et tout le monde regardait le ciel. La montagne se terre. Oui, mais avant qu'on ne sache que la montagne s'est tue, il a fallu que chacun regarde le ciel. Anka, tout jeune, néophyte, se mettait à côté de Tate pour regarder le ciel. Et un jour, souvenez-vous, le grand-père regarda le ciel, il poussa un soupir et il dit la montagne se tait. La montagne se tue. Alors Anka le serra et regarda de très loin. Et qu'est-ce qu'il vit? Il vit des arbres. Il n'a pas vu de montagne. Voilà déjà, comme je le dis déjà, voilà déjà le commencement de la quête de Anka. Vous comprenez? Alors le grand-père, il a des yeux, mais pas les yeux
Oui, les yeux qui peuvent voir au-delà de... Et dans le texte, on dit Tat voyait toujours ce qu'il y avait derrière toute chose. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux types de lecteurs. En cas du début néophyte, n'a pas encore assez de bagages, assez de codes pour entrer dans l'univers de la signification de ce vaste texte de l'oralité. Mais Tat, lui, il est initié, il a les codes pour décrypter l'univers dans sa dimension végétale, animale, éolienne, dans toutes les dimensions. Il peut et il comprend pourquoi le ciel d'octobre, qui avait l'habitude de pleuvoir, ne le fait pas. Est-ce que l'absence de saison, est-ce que cette contre-saison signifie l'absence de saison, l'absence définitive de saison? Tat dit non. Et il va donner la signification que Ombre est parti en errance. Ombre, c'est quoi? C'est le texte qui détale et qui se dérobe de l'étreinte du lecteur. C'est pourquoi Ombre dira « Étreins-moi, nourris-moi ». Donc, fracasse-toi la tête et la cervelle dans le texte, use tes analyses, affine tes outils pour pouvoir trouver un peu de sens dans le texte. Je crois que cette métaphore-là, des deux lecteurs en face du ciel avare de pluie, traduit quelque part, comme nous l'avons dit, la première question où nous avions ceux qui disent que ce n'est pas une œuvre littéraire et ceux qui disent qu'il y avait une œuvre littéraire. Donc c'est la perspective vraiment que moi je cherche à développer dans Au bout du silence. Et je crois que dans d'autres travaux, je serai amené à y aller beaucoup plus loin. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, écrire, c'est réécrire en quelque sorte quand on est surtout dans le champ littéraire. Quelle est la place de l'intertextualité dans Au bout du silence? Alors, je crois qu'il faudra d'abord qu'on s'entende sur la notion d'intertextualité. Voilà. Je pense. Hein? Puisque tout à l'heure, hors antenne, Oui, justement hors antenne, off, oui. Innocente disait quelque part que l'intertextualité, c'est la capacité d'un texte à s'échapper de lui, à aller rencontrer d'autres textes, les ramener et les dissoudre dans son espace en tant que texte autonome. De sorte que le texte qui est construit devient une parole hyperbolique. C'est un texte hyperbolique. Je ne sais pas si on comprend un peu. Parce qu'il est fort de tous les textes qu'il subsume pour en faire un texte. Je vais m'expliquer. Si vous prenez Au bout du silence, vous avez des ethnotextes. Il y a plusieurs chants. Le chant du deuil de Tat. Il y a le chant de Ninja, sur la route de Fouga. Oui. Il y a aussi le chant des femmes pleureuses. Très bien. Alors, tous ces chants sont repris. Vous avez l'imaginaire astral qui inonde le texte à travers la façon dont Tat domine le texte et impose en fait sa vision du monde. Donc, je dis c'est l'imaginaire astral. Vous avez des chants. Vous avez aussi des rituels empreintes de spiritualité. Vous avez aussi l'oralité. Donc nous avons tellement de choses qui proviennent de la tradition orale. Mais, comme le disait Zumthor, là, ça va être une écriture maintenant. Ah oui, ça c'est l'intertextualité vue comme les sources de l'écriture. Ah d'accord. Très bien. Oui. Donc les sources sont de provenance diverses. Diverses, oui. On a un bon mélange, un mélange assez harmonieux de l'oralité, de l'écrit dans Au bout du silence. Oui. Mais orienté vers une certaine conception de la littérature, comme nous le disions, qui est celle de Laurent Owondo. Maintenant, et ceux qui disaient que la présence de ces éléments-là, qui proviennent du terroir africain, empêche à l'œuvre de revendiquer une certaine universalité, donc ils ont tort. Moi, je vais te parler du fait que, venant du Sahel, ayant une culture sérère, Sérère, une ethnie du Sénégal. Un groupe social du Sénégal, et puis ayant une culture sérère, tout de suite, j'ai compris ce que voulait dire Laurent Owondo. Pourquoi quand tu parles d'universel, je sens que c'est universel. C'est universel pourquoi? Parce que nous avons cette image du Dieu très haut, qui est omniscient, omnipotent, mais tellement loin de nous. Et nous allons chercher, et c'est voilà pourquoi nous cherchons
d'autres entités pour intercéder pour nous, pour amener vers le Dieu ce que nous voulons avoir. Et justement, nous avons ombre. Nous avons tout ce qui accompagne ombre. Nuké et tout ça. Et justement, si un cas veut implorer le Dieu très haut, il est obligé de passer par ombre, par les dieux, par toutes les déesses qui vont intercéder pour accéder au Dieu très haut. Ça fonctionne de la même façon chez les Sérères. Nous avons Roxen qui est fort, mais nous sommes tellement petits. Alors on passe par les Pangols. Oui, les ancêtres, intercesseurs, les aïeux, l'esprit des ancêtres pour qu'ils puissent nous aider à accéder au haut. Ou je dirais que je pense que chez Universalité, mais oui, le catholicisme ne réagit pas différemment. Nous sommes les fidèles, les croyants. Nous avons Dieu, même si les rapports entre Dieu et les croyants catholiques sont particuliers. Mais nous avons les saints qui intercèdent pour nous, pour relayer nos vœux. Saint-André, priez pour nous. Saint-Georges, priez pour nous. Parce que nous avons besoin d'intermédiaires. Moi, je pense que... Sainte-Barbe, oui, comme tu dis. Et je vois ce rapport entre l'être infiniment petit que nous sommes, ce Dieu, n'est-ce pas? Et on cherche des intermédiaires. Est-ce que ce n'est pas universel que de chercher quelqu'un pour aider quand on a peur de ne pas y arriver? Et c'est l'universalité de ces rapports qu'il y a entre les esprits, entre les humains et les esprits. Il y a cette hiérarchisation dans presque toutes les organisations spirituelles. On retrouve cela effectivement au bout du silence. C'est un schéma, j'ai schématisé. Dans l'ontologie négro-africaine même, telle que présente Senghor le présente. Les forces vitales dont parlait Senghor, c'est exactement ça. Mais justement, tu le dis, c'est pas seulement chez les Sérères, dans la cosmogonie Dogon, dans les dieux Yoruba, cette construction hiérarchisée, elle fonctionne bien, elle organise tout. Avant d'arriver au très haut là-bas, il y a les dieux intermédiaires. Pourtant, le christianisme ne vient pas d'Afrique. Ce qui veut dire que l'esprit humain, quelles que soient les latitudes, il fonctionne de la même façon. Oui. Alors pourquoi est-ce que au bout du silence pêcherait à ne pas être universel, à ne pas être un langage que tout le monde pourrait comprendre? Très bien. Je pense que très bien. La question ne se pose pas. Donc c'est bien ce qu'elle vient de développer. Parce que donc cette revendication obsédante de sa tradition est encore une preuve supplémentaire, si je comprends bien, de l'universalité au bout du silence. Très bien. Et c'est très bien. Moi, c'est ça mon point de vue. Non, il y a des dimensions universelles là-dedans. Et puis toute forme d'éducation qui passe par la phase d'initiation, c'est la même démarche partout, quelque culture où qu'on se situe sur Terre. Il y a toujours cet apprentissage et ce désir de s'élever qu'Anka dessine et qui est tout à fait le propre de tous ceux qui veulent apprendre, de tous ceux qui veulent s'initier. L'élévation, je crois que c'est dans Au bout du silence, comme topos de la connaissance. Donc, je crois que c'est vraiment bien. Ce que Innocent vient de dire, quand même, ça m'a grandi dans mes références. Je n'avais jamais pensé que, effectivement, chez nous aussi, on réfléchit comme ça. Les Sérères, c'est vrai. Je dis les Sérères, mais en parlant des Sérères, beaucoup de cultures du Sahel ont cette reproduction du rapport entre le très haut et nous qui sommes infiniment petits. Même chez les Yola, Emitaï aussi a ses intermédiaires avant d'arriver à lui. Absolument. Non, c'est bien, c'est une cosmogonie totalement africaine. Donc ce qui montre une fois de plus encore que Owondo en tant que Gabonais a écrit aussi en tant qu'Africain. Donc encore une preuve supplémentaire de son universalisme. Donc je pense que c'est bien. Au bout du silence. Au bout du silence, le titre. Alinsek. Qu'est-ce qu'on peut dire du statut sémiologique du silence? Je crois que c'est une question difficile parce que si le livre lui-même porte le sème du silence,
dans son titre, ça veut dire que le silence doit être certainement une notion épistémologique qui permet de comprendre le mécanisme ou la production du sens au bout du silence. Autrement dit, on risque de passer à côté. Parce que dès le début du livre, le silence se pose. Le ciel qui refuse de s'obscurcir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ciel d'octobre, attendu par un peuple de paysans, un peuple agraire, qui vit grâce à la terre. Si la terre refuse de pleuvoir, si le ciel refuse d'envoyer, n'est-ce pas, les trombes d'eau, il est clair qu'au bout du compte, il y aura un problème existentiel de celui qui se pose. Donc, la majorité du village est confrontée à ce silence du ciel. Voilà déjà un silence. Maintenant, ce silence spatial, parce que ce silence, on le lit dans l'expérience des hommes vis-à-vis de la terre. Mais n'oublions pas que nous sommes dans l'interprétation d'un livre. Est-ce que nous allons nous satisfaire juste d'une interprétation qui s'arrêterait à la surface du texte, que il doit pleuvoir, il n'a pas plu? Non, on ne peut pas le faire. On doit dire maintenant quelle est l'amplitude qu'il faut donner à ce silence. Et là, Omondo met Tat et met Anka, tous les deux en face du silence. Donc ce silence, comme elle l'avait dit tout à l'heure, va devenir le début de la quête de Anka. Une quête qui est étalée dans le temps. Donc l'apprentissage, comme elle l'avait dit tout à l'heure, est étalé dans le temps. Alors que Tat, lui, le silence pour Tat est une connaissance. Alors que pour Anka, le silence est de l'ignorance. Donc Anka va, dans l'ignorance des silences, chercher à aller dans la connaissance des silences. Et là, c'est Tat qui va l'aider, parce que devant ce silence, comme je l'avais dit, parce que quand Tat regarde, il dit, la montagne se tait. Anka regarde, il ne voit pas de montagne. Mais quand il regarde, il voit les arbres. Donc l'horizon spatial, je dis bien, est un horizon spirituel pour Tat. Parce que, comme je le disais tantôt, lui, il est initié au code pour lire dans ce vaste livre de la nature. Donc, c'est pourquoi ce silence est le premier des silences. Et d'ailleurs, le dictème qui dit, c'est de là qu'il faut partir. C'est de là qu'il faut partir. Et à la fin, il dit aussi, c'est de là qu'il fallait partir. Donc, ce silence, on ne peut pas le négliger pour prétendre comprendre quoi que ce soit dans le livre. Je crois que donc, il y a ce silence-là qui explique tous les autres silences. Maintenant, les autres silences, on peut en citer. Oui. Le silence de Anka, je l'ai déjà dit, c'est le silence de l'ignorant. Mais il y a aussi le silence de Kota. Du père d'Anka. Kota. Mais lui, son silence est un silence anxiogène. Oui, oui, c'est le fruit d'un traumatisme. Voilà, parce qu'il a peur que la lignée s'éteigne. Oui. Hein? Donc lui, son problème, c'est que sa femme ninja n'enfante plus. Et il aurait voulu trouver encore un petit frère. Oui. Alors, mais là aussi, il y a un problème que pose Omondo. C'est lequel? On avait accusé Ninja d'être stérile, sa femme. Mais il s'est révélé que c'est Kota lui-même qui était stérile. La preuve, nous avons vu, nous voyons tout simplement à la page 99, son ventre, le silence qui revient. Son ventre, jusque-là muet, avait répondu aux interrogations d'un homme qui n'était pas Kota. C'était le guérisseur. Le ventre était muet. C'est toujours le silence. Oui. Le silence de l'ignorance, de l'absence, le silence de la douleur, le silence de la stérilité. Est vu comme silence, oui. Mais en fait, c'est une mauvaise attribution. Elle n'était pas stérile. Très bien. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Donc, ça veut dire que dans la tradition africaine, beaucoup de femmes ont été lapidées, accusées à tort, alors qu'elles étaient fertiles, mais c'est le mari qui était atteint d'une stérilité secondaire. C'est ce que ça veut dire. Parce que le guérisseur va faire l'œuvre de Kota et reviendra bien rempli des prouesses du guérisseur. Donc, je pense que nous ne pourrons pas finir d'expliquer le message de Laurent Omondo. Et quand il parle de Douké, je pense la dernière fois qu'on s'était vu avec lui, quand il parlait de Douké c'est la misère. Oui. Et Douké, il avait fait allusion que Douké a nos trousses
nous tous. Il est à notre je ne sais pas. Oui, Douké, c'est une déesse. C'est la mort. C'est la mort, elle est à notre trousse. Et Douké, c'est Douké qui envoie les jeunes gens dans des pirogues dans l'Atlantique et qui meurent en Méditerranée. Douké à notre trousse. Et il était désolé de voir que Douké n'avait pas encore fini de nous poursuivre. Parce que la misère est encore là. Il était vraiment malheureux de voir cette nouvelle misère qui ne s'atténue pas, au contraire, alors qu'on est censé être en train de nous développer, de se développer. C'est ça. Donc, d'une manière hyperbolique, Douké va être donc la souffrance humaine, les difficultés que nous vivons. Pour finir, au bout du silence, pour parler comme Céline, au bout du silence. Au bout du silence, normalement, c'est la parole. Oui. Au bout du silence, c'est la parole, c'est le discours. Quelle relation faut-il faire entre, justement, les deux? Au bout du silence, qu'est-ce qu'il y a? Quelle question? C'est le silence encore? Là, c'est une question. Ou c'est la parole? Mais cette question-là, Et on va terminer par là. C'est une question vraiment qui ramasse. Enfin, au bout du silence, c'est le simple principe. Au bout du silence, je répondrai à cette question en restant fidèle à ma perspective. Au bout du silence, c'est la parole de tact. Au bout du silence, c'est la parole du critique avisé, en fait, comme vous autres et moi. Le silence, c'est le texte. Parce que n'oubliez pas, quand il dit à un cas, vous n'avez pas encore l'âge où les masques livrent leur secret. Les masques, c'est les mots. Les masques, c'est le texte. Ce même texte dont nous disions qu'il y a eu la controverse au début, parce que beaucoup y sont allés, mais ils sont repartis plus affamés qu'ils n'y étaient partis sous les lignes. Donc, au bout du silence, il y a la connaissance. Ah, là, c'est le mot que j'attendais. Ah bon? Au bout du silence, il y a la connaissance. Voilà. Ça, c'est le mot clé. Et c'est le sens premier de ce roman d'apprentissage, ce roman d'initiation. Initiation que va assumer Anka. Eh bien, au bout du silence, il y a la connaissance. Et dans tous les ordres spirituels, comme disait, pour tracer le caractère spirituel de cette œuvre, il y a cette exhortation toujours à aller vers la lumière, à aller vers la connaissance. Vers la connaissance, vers l'ocre et le kaolin. Ce n'est pas pour rien qu'on a cette édition avec cette première de couverture et puis la quatrième de couverture aussi. Je pense que si je devais résumer, si j'osais résumer le roman... Résume Innocente et on termine par là. Je dirais qu'au bout du silence, c'est le roman de l'ocre et du kaolin. Ça dit là, le symbolisme des couleurs. Mais tel qu'elle a parlé, c'est comme si on était dans une dissertation et qu'elle faisait l'ouverture. C'est comme si maintenant elle pose un autre débat. Malheureusement, nous en sommes arrivés à la fin, mais la prochaine fois, nous repartirons de cette symbolique et le chaos. Ça montre la richesse de cette œuvre. On ne peut pas l'épuiser en quelques minutes. Je ne reviens pas encore sur l'universalité, mais attendez, par exemple, moi, toute petite, j'entendais ma grande-tante dire Okar, c'est l'ocre. Pourtant, je pense qu'elle ne connaissait pas Laurent Owondo, elle ne connaissait pas le groupe Omiene. Pourtant, elle disait Okar au Sénégal. Elle est sérère, de la petite côte. Elle disait Okar, c'est l'ocre. Elle disait Keo, le kaolin. Le kaolin. Alors maintenant, je ne sais pas si on peut savoir par rapport à seulement cela. Je pense c'était il y a plus de 50 ans que j'entends Okar et que j'entends Keo. Et pourtant, on nous dit que ça... Oui, là, c'est la fin, c'est le commencement. C'est le commencement. C'est l'alpha et l'oméga chez c'est le lever du jour, c'est le crépuscule. Voilà, donc le kaolin, c'est vraiment le destin de l'être humain. Un cycle répétitif. Voilà, un cycle. Et quelquefois freiné, arrêté par la mort. Voilà, chers téléspectateurs. La mort qui est le suprême silence. Absolument. Oui. Aucun regret, il fallait le dire. Il fallait le dire, chers téléspectateurs. Merci Sec de terminer par là. Malheureusement, nous n'avons pas. Une émission ne suffira pas. C'est la deuxième émission pour épuiser les analyses de cette belle œuvre de Laurent Owondo qui a marqué la littérature gabonaise et internationale. Vraiment, que son âme repose en paix. Une petite pause, chers téléspectateurs, avant de passer à la deuxième partie où nous recevons Grévis Ovono.
Grévis Ovono, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir Innocente, bonsoir Soulé. Permettez-moi d'entrée de jeu de vous exprimer la profondeur de ma joie d'être sur ce plateau. Mais tu te présentes où? Grévis Ndong Ovono. Ovono, oui. Grévis Ndong Ovono est un citoyen gabonais ordinaire, leader d'opinion pour certains, activiste pour d'autres. Mais j'aime bien me présenter comme un modeste soldat au service de la République. Tu es dans l'éducation citoyenne, dans l'activité sociale, dans l'entrepreneurial. Et est-ce que tu as du temps pour toutes ces activités? Bon, je dirais, avec des mots de vérité, que ces activités sont une partie de moi. Vous saviez, lorsque l'on parle d'entrepreneuriat, c'est pour gagner de l'argent. Lorsque l'on parle du social, c'est pour apporter un sourire, un soulagement à son prochain. Lorsque l'on parle d'éducation citoyenne, c'est pour l'éveil de la conscience collective. Donc me demander si j'ai du temps pour toutes ces activités, c'est de me demander si j'ai du temps pour moi. D'accord, ça veut dire que c'est très motivant. C'est très motivant. D'accord. Et c'est pas seulement que motivant, c'est passionnant. Ce sont mes passions. En fait, je suis amoureux de la République. Et la République, c'est un creuset dans lequel on retrouve tous les éléments suscités. Mais ça tombe bien parce que cette partie-là, justement, c'est pour que les invités parlent de leur passion. Très bien. Mais content de savoir que là, chez toi, c'est une passion. Mais moi, je voudrais qu'on clarifie, qu'on rentre dans les détails, quoi. C'est-à-dire, en quoi consistent ces activités? Par exemple, si je prends l'éducation citoyenne, oui. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? L'éducation citoyenne, si on prend par exemple le fait que je rencontre chaque année, j'ai un projet chaque année qui vise à rencontrer les moins jeunes. Cette optique est dans cette activité s'inscrit bien évidemment dans une perspective qui vise à faire naître chez les moins jeunes un sentiment d'appartenance à la République. Voilà, donc s'il n'est pas sans intérêt de dire que nous, notre génération, on devrait en réalité se soucier des moins jeunes afin qu'ils puissent grandir avec un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles le respect du prochain, l'amour du pays, le patriotisme et la culture de l'initiative économique. Le respect du drapeau. La délinquance. Bien sûr. Le respect du drapeau national, parce que nous, on a quelquefois vu quand on lève ou on abaisse les drapeaux, des jeunes qui viennent sans s'en soucier. Oui. Quand on parle de chanter l'hymne national dans les établissements, par exemple, avant d'aller dans les salles de classe, certains rient, certains s'amusent. Vous êtes dans cette optique de conscientiser cette jeunesse-là? Bien sûr qu'il faut conscientiser cette jeunesse en essayant tout d'abord en essayant d'être un modèle avant tout, parce qu'il est difficile pour une personne de parler de citoyenneté, de parler d'amour, si lui-même déjà il manque d'amour. Bien évidemment, je m'inscris dans cette logique-là qui vise à promouvoir les symboles de la République, qui vise à inciter les jeunes et les moins jeunes au respect des valeurs fondatrices de la nation. D'accord. Et en quoi consiste justement cette activité sociale, le volet activité sociale? Bon, le volet activité sociale, il faudrait dire que les activités sont protéiformes et multiformes. Il y a au sein de l'ONG Citoyens et Action qui a pour objectif de préparer pour notre pays une nouvelle génération d'hommes et de femmes épris de l'amour du pays. Donc, les activités sociales, comme vous l'avez bien mentionné, visent par exemple à aller rendre visite aux personnes du troisième âge, à nos parents, à nos mamans, nos grands-parents, nos grands-mamans, passer du temps avec eux, les écouter, partager des repas avec eux. On peut entre autres aller dans les orphelinats, les écouter, apporter quelque chose, des vivres. En fait, il faut dire que c'est un tout, l'activité sociale. Quand on parle d'activité entrepreneuriale, parce que j'ai vu des images, bien sûr, où vous ramassez des bouteilles, etc. Bon, ça c'est peut-être ce que je vois, mais il y a sûrement, au-delà de ça, il y a autre chose. En quoi consiste? Déjà même, il n'est pas sans intérêt, du moins superfétatoire, de rappeler que je suis le fondateur du réseau des jeunes entrepreneurs
entrepreneurs décomplexés. Il y a un véritable problème dans notre pays, même dans le continent, c'est que les jeunes se sentent un peu trop complexés. Moi, je suis gréviste non, je suis diplômé en droit, je ne peux pas vendre les gâteaux, je ne peux pas être taximan, moi je suis Fatimata, je suis tellement belle, je ne peux pas vendre des bédoumes, etc. Mais ce sont des erreurs. Donc il est question pour nous d'inciter les jeunes, ces personnes-là, à la culture de l'initiative économique, leur dire de ne pas avoir honte de commencer par le bas de l'échelle, car un jour, Inch'Allah, ils pourront bien évidemment grandir et atteindre même, on va dire, le rêve, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Et il y a des résultats déjà? Bien sûr. Vous avez commencé depuis quand? Écoutez, j'ai commencé depuis ma deuxième année, lorsque j'étais étudiant, lorsque j'étais en deuxième année de droit. Il m'était véritablement difficile d'avoir des fascicules, de faire un certain nombre de choses. Et ma maman, à qui je passe d'ailleurs le bonsoir. On s'associe à ce bonsoir maman. Voilà, d'ailleurs, donc pour essayer d'aider un tout petit peu ma mère, je me suis lancé modestement dans la production d'huile d'amande noire, qu'on appelle en français normalement l'huile de palmiste, le maningo. Voilà, donc j'ai commencé à rassembler des noix de palme. Et pour me faire quelques revenus. Voilà. Et ça donne des résultats, c'est concluant? Oui, c'est concluant. C'est vrai que je suis un peu frappé en ce moment par la rareté du temps. Je suis un tout petit peu pris à gauche et à droite, mais lorsque j'ai du temps libre, je me mets au travail. Tu fais toujours du maningo? Oui. D'accord. Alors, pourquoi cette passion? Comment vous expliquez cette passion? Il y a des phénomènes inexplicables. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une partie de moi. En fait, c'est moi, en fait. C'est ma passion, c'est un amour. Amour, certains m'ont transmis par ma mère, que je salue à nouveau. Mais c'est une éducation. C'est là, c'est dans mon ADN. Voilà, c'est comme ça, c'est inexplicable. Où tu as senti qu'il y avait un manque? Que la jeunesse ne bouge pas trop et tu as voulu... non, c'est pas ça? Je ne dirais peut-être pas que la jeunesse ne bouge pas trop, mais la jeunesse devrait davantage bouger. Je me dis surtout que la jeunesse est cette partie de la vie où l'on fait des choix décisifs pour soi, sa famille et surtout pour son pays. Il n'est pas question pour nous d'être spectateurs, car on se doit d'être les chantres du développement de notre continent. Pourquoi pas, en tant que jeunes, être les prophètes de la modernité de notre temps. Par rapport à tes activités, est-ce que tu as eu une formation? Est-ce qu'il y a un parcours pour arriver à cela? Oui, j'ai un parcours comme beaucoup d'autres, un parcours peut-être pas très intéressant. Je suis certifié en leadership, en gestion des crises. Je suis certifié en animation. Je suis certifié... Des crises de quelle nature? Bon, gestion des crises. Gestion de crise, qu'il soit crise sociale, crise politique et même crise au sein de certaines entreprises. Voilà. C'est une très bonne formation. Et moi, je voulais demander, est-ce que tu n'as pas d'ambition politique? Parce que je me dis justement, par rapport à tout ce que tu fais, si on te proposait, par exemple, de rentrer dans une structure qui te permettrait d'avoir les moyens de gérer tout cela, faire de la politique, ministre, je ne sais pas, est-ce que tu accepterais? Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen peut-être de réussir ce pari-là? Bon, déjà, je suis de ceux qui pensent que la politique n'est pas le seul moyen de réussite, déjà. Et en ce qui me concerne, pour répondre de but en blanc à votre question, je dirais que j'attends finir d'abord mes études. Je suis de ceux qui aiment se lever le matin sans trop savoir ce que demain nous réserve. J'essaye simplement d'être présent, d'être actif, de poser un certain nombre d'actions sans idée derrière la tête. Mais vous savez, plus important est le champ dans lequel on exerce, plus important est le devoir. Tel est le domaine de la politique qui concerne la gestion de toute une cité. Exact. Ce serait certainement un véritable honneur, mais pour l'heure, j'attends finir mes études d'abord. À chaque chose son temps, c'est très raisonnable. Merci. Grévis, les activités qui sont les tiennes doivent être porteurs de fruits. Doivent être des activités qui vont améliorer les générations, la vôtre et celles qui suivent. Parce qu'en général,
on voit les jeunes gens qui parlent beaucoup, qui n'agissent pas. D'accord. Et il y a des mots qui gangrènent notre société, qui gangrènent cette jeunesse. Et quelquefois, on voit des situations où il y a de la xénophobie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de comportements réactionnaires. Qu'est-ce que les jeunes, concrètement, ont comme entreprise pour que les générations qui suivent se libèrent de ces tares? Parce que franchement, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Et ce que je vois autour de moi par rapport à la jeunesse me fait plutôt peur. C'est une excellente question. Dire que qu'est-ce que la jeunesse, la génération actuelle fait pour les autres. Vous savez, cette question est pleine de sens. J'aimerais rappeler qu'aucune génération en réalité ne se bat pour elle-même. La génération qui se battra pour elle-même est sûre d'une chose, c'est d'échouer, car elle sera toujours tentée à satisfaire ses propres besoins au détriment des générations futures. Exactement. Alors, moi, ma génération, c'est celle du combat. C'est celle de l'éveil de la conscience collective. C'est celle de l'éducation à la citoyenneté. C'est celle de la promotion des valeurs républicaines. C'est celle qui vise un tant soit peu à apporter un ouf de soulagement par le truchement de certaines activités sociales dans la vie de certains individus. Il faut dire qu'il y a des jeunes qui agissent, qui parlent sans agir. Mais il y en a d'autres qui parlent moins, mais qui agissent beaucoup. Et je suis de ceux qui pensent que la génération actuelle essaye véritablement d'accomplir sa mission. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir. Et plusieurs jeunes aujourd'hui essayent bien évidemment de la remplir. Je ne veux pas penser que je suis pessimiste, mais ce que j'entends là, moi je vis avec les jeunes gens. Bien sûr. Les jeunes gens, c'est mon environnement quotidien, mais j'ai l'impression que ce que tu avances, c'est louable, hein, vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Moi, Est-ce que tu sens que tu es suivi? Moi, je voulais ajouter à ce qu'elle dit, excuse-moi, est-ce que tu n'as pas l'impression quelquefois de faire d'être un peu de Don Quichotte, tu vas te battre contre des moulins avant? Est-ce que j'ai l'impression que tu y vas seul? Est-ce que tu ne devrais pas, dans une sorte agréger, mutualiser tes activités avec d'autres jeunes motivés comme toi pour justement être plus efficace? Bon, je dirais tout d'abord que mon objectif n'est pas d'avoir des personnes derrière moi. Je ne suis pas un homme politique. Mon objectif premier... Non, je disais partir avec d'autres. Bien sûr, j'y arrive, si vous me permettez. Oui. Mon objectif premier, c'est de m'exprimer. Vous savez, c'est un écrivain gabonais qui disait que l'action est la meilleure expression de sa conscience. J'essaye de libérer ma conscience par des modestes actions. Bien sûr, comme disait quelqu'un, seul on peut aller vite, mais unis on va plus loin. Je suis président du réseau panafricain des jeunes leaders sans frontières qui a pour objectif de promouvoir un panafricanisme, pas un panafricanisme aveugle qui vise à se lancer dans un racisme inversé, dire que les Blancs nous ont fait ceci, on va se venger. Non, mais un panafricanisme qui se dit l'Afrique a souffert, il est temps que l'on se réveille, que l'on s'active et que l'on inscrive notre continent dans le concert des nations. Bien évidemment, je ne peux pas, je suis conscient que cette idée, ce discours n'est pas forcément, je ne suis pas le seul à le penser. Il y a d'autres jeunes au sein de plusieurs structures qui partagent bien évidemment cette philosophie au sein de l'ONG Citoyen Action que j'ai tout à l'heure cité. Et je ne vous ai pas dit, en tant qu'assistant juridique, nous avons mis en place une campagne qui vise à aider nos compatriotes dans l'établissement des actes de naissance, de certificats de nationalité. C'est un projet républicain et je vous le dis, c'est de façon républicaine. On ne demande quasiment rien. On invite les gens à venir au cabinet. Et ça, ce n'est pas M. Ovono qui le fait, ce sont des jeunes compatriotes qui le font
Peut-être on ne demande rien, par exemple, c'est peut-être 10 000, 15 000 pour des frais de diligence, c'est selon. Mais contrairement à d'autres, loin de moi l'idée de vouloir vendre ce cabinet, vraiment loin de moi, qui demanderont peut-être 200 000, 500 000. Maintenant, les jeunes se sont rassemblés juste pour des diligences, demandent 10 000, 15 000. Voilà quoi. C'est un cabinet républicain. Rien que pour ça, vous avez le droit de revenir à Expression autant de fois que vous le voulez. Je vous remercie, c'est un honneur. Pour finir, Grévis, quel message envoies-tu à la jeunesse gabonaise, à la jeunesse africaine? Alors moi, je voudrais dire à la jeunesse que la jeunesse, d'abord, c'est une période de la vie où l'homme dégage une certaine vitalité, acquiert aussi de la maturité, poursuit ses rêves et ses idéaux. La jeunesse doit être le symbole d'un changement positif. Et pour cela, on doit faire preuve d'optimisme, car il est de notre devoir de participer à la transformation politique, économique et sociale de notre pays. Alors, chers jeunes africains, soyez-en sûrs, tout combat mené sans fondement idéologique est voué à l'échec. Armons-nous de courage, de culture et surtout d'optimisme. Voilà un jeune plein d'entrain et très optimiste, mais qu'il faudra soutenir, qu'il faudra aider, qu'il faudra écouter, entendre et accompagner. Mais Expression et la Belle TV sont là. C'est la jeunesse, nous sommes là pour la jeunesse, nous sommes là pour le panafricanisme et tout cela, on retrouve ça dans vos discours. Revenez quand vous voudrez. Je vous remercie. Merci donc Ovono Grévis d'être venu aujourd'hui partager ces idées-là avec nous. Merci Paul, merci Innocent, merci Grévis, merci Soulé, merci surtout d'avoir pensé à ma petite personne. C'est un véritable honneur. Je vous souhaite joyeux anniversaire. Merci. Merci beaucoup Grévis. Toute dernière partie de l'émission, chers téléspectateurs, la chronique de Innocente, le racisme anti-blanc. Nous allons aborder ce thème sensible du racisme en général. Et aujourd'hui, nous parlerons du racisme anti-blanc. Ce racisme anti-blanc qu'on trouve dans le monde entier, là où on pense qu'on a le droit de s'insurger contre les Blancs, sous prétexte qu'ils ont eu à être racistes eux aussi, ce que je ne comprends pas. Et c'est pourquoi je suis indignée de cette façon de penser que certains Noirs croient normal. Je vais prendre un exemple précis, l'Afrique du Sud. Il y a eu l'apartheid, nous le savons, et on ne va pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, sous prétexte qu'il y a une discrimination positive, certains Blancs sont lésés, certains Blancs sont persécutés, parce que tout simplement ils sont Blancs. Cette discrimination positive va amener à prendre un Noir incompétent à la place d'un Blanc, parce que le pauvre, il est Blanc. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec un minimum de valeurs humanistes, je ne sais pas si aujourd'hui nous avons le droit de faire souffrir un être humain, quelles qu'en soient les raisons. Aucun humain n'est supérieur à un autre humain. Alors, c'est vrai pour aujourd'hui, sera vrai pour toujours. Voilà pourquoi le racisme anti-blanc est choquant. Parce que si on prône des valeurs humanistes, des valeurs positives, des valeurs tout simplement humaines, tout simplement, je pense qu'on n'a pas le droit de, je mettrais cela entre guillemets, de se venger. Parce qu'il faut qu'on évolue. Parce que se venger, c'est faire un retour en arrière. Se venger contre quoi? Contre qui? Contre l'esclavage? Contre la colonisation? Contre l'apartheid? Mais attends, on est des passéistes alors. La stratégie qui voudrait rendre à l'humain son humanité, sans vouloir me répéter. La stratégie qui consiste à ce qu'on soit positif. La stratégie qui consiste à ce qu'on s'aime les uns les autres.
voudrait aussi qu'il n'y ait pas de représailles contre les Blancs. Le racisme anti-blanc, pour moi, c'est une aberration. Et malheureusement, même il y a une hypocrisie dans certains pays qui voudrait que, excusez-moi, quand on dit sale blanc, ça peut passer. Et sale nègre, on va en prison. Parce que tout simplement, il y a cette façon de faire... le blanc, il peut supporter parce qu'il a fait beaucoup de mal. Et maintenant, le noir, il ne supportera plus rien. Mais que personne ne supporte plus rien du tout. Que le mal soit banni. Chercher à se venger, c'est refuser d'avancer, refuser d'évoluer, refuser de vivre tout simplement. Parce que le racisme, quel que soit le groupe social auquel il appartient, c'est une douleur. La méchanceté, ça fait mal, c'est douloureux. Voilà, merci Innocente. On va aller très vite, hein. Petit tour de table, je commence par moi. Je pense effectivement, Innocente, s'il y a eu peut-être ce racisme anti-blanc-là, peut-être que c'est consécutif aux douleurs subies par les Noirs. Si je me limite à l'exemple de l'apartheid, ils ont occupé des terres, il y a eu l'apartheid, il y a eu la ségrégation sociale, il y a eu une sorte de bantoustan. Ils ont été poussés sur des terres infertiles, etc. De sorte qu'à un moment, il fallait peut-être, je ne sais pas moi, parler de discrimination positive, arracher les terres aux Blancs, à ceux qui les possédaient, faire une répartition plus équitable. D'accord ? Bon, mais en même temps, je me dis que ça ne devait être qu'une seule étape. C'est une étape. C'est une étape. Et aujourd'hui, là où je suis vraiment d'accord avec toi, il faut peut-être qu'on revienne aux valeurs humanistes. Il y a eu ça, il ne faut pas que ça tourne en vengeance, il ne faut pas que ça tourne en une injustice qui remplace une autre injustice. Moi, c'est dans ce sens-là, surtout que c'est l'esprit de notre émission, prôner le bien, aller vers l'union, l'entente entre les hommes, même si quelquefois ça peut paraître difficile. Parce que s'il y a une catégorie qui souffre le plus, c'est la catégorie des hommes noirs. Il me semble, des noirs. Voilà. Oui, moi, c'est un petit mot. Juste que je dois me placer au niveau de l'universel pour accepter votre cri de cœur. Parce que Césaire est notre mentor, nous autres littéraires. Il nous dit, Seigneur, préservez-moi de cet homme de haine pour qui je n'ai que haine, pour dépasser en fait le conflit racial et se positionner en direction de l'humain. Donc je crois qu'en tout homme, qu'il soit noir, blanc ou jaune, nous devons voir notre semblable. Donc l'altérité humaine nous conduit et nous oblige à prendre l'autre comme notre alter ego, c'est-à-dire notre semblable, l'autre nous-mêmes. Donc je crois que Black Lives Matter, les autres ont répondu par White Lives Matter, ça veut dire qu'on veut réinstaller, comme elle l'a dit, le problème de départ, alors qu'il s'agit justement de construire une humanité qui va vers l'abolition des races. Et même si l'on sait que la race n'existe pas, c'est une notion fictive et géographique. Donc je crois que pour le moment, c'est ce que je peux ajouter, pour ne pas trop monopoliser la parole. Sur les 30 secondes, s'il te plaît. 2-3 phrases. C'est une horreur qu'il faut bannir de notre esprit. Comme vous l'avez dit, la solution, c'est dans l'enseignement de l'humanisme. Et cet engagement, c'est au niveau des éducateurs, c'est au niveau des politiciens, parce que souvent, les solutions qu'on propose ne sont pas bien construites. Il faut lutter contre toute forme d'exclusion et dans le but de mettre tout le monde sur le même pied. Très bien. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Vous nous avez suivis. Nous avons commencé par parler Au bout du silence avec notre invité Alioune Seck. Puis nous avons reçu Grévis Ndong Ovono et nous avons terminé par le racisme anti-blanc. Mais nous mettons cette émission-là sous le sceau de l'anniversaire. Vous avez vu nos tenues identiques. Même l'invité s'est paré aux couleurs de Label TV. Joyeux anniversaire, Label TV pour les 3 ans. Et on sera là encore dans les 4 ans, 5 ans, 6 ans, 50 ans, s'il plaît à Dieu. 100 ans. 100 ans. Au revoir, chers téléspectateurs. Merci, chers collègues, camarades. Merci. Bonne continuation. Merci, monsieur l'invité. À bientôt. Au revoir.